et puis on va commencer à enregistrer. Et aussi, si vous voulez ne pas apparaître sur notre chaîne YouTube, vous pouvez éteindre votre caméra si vous voulez parce qu'on va enregistrer. Et aussi, je suggère d'être sur mute aussi. Bien, alors, je vais commencer à temps. Je vais commencer avec notre petite préambule et après, on va commencer. Alors, bonsoir, je suis Rosalie Sarassois, la directrice de bénévolat et engagement communautaire pour l'Est du Canada de FRDJ. Et au nom de FRDJ, nous aimerons vous souhaiter la bienvenue à notre série éducative Parlons d'été1 et le mois de la sensibilisation à la santé mentale. Cet événement virtuel présentera un bref aperçu de la stratégie de FRDJ en matière de santé mentale, présentée par Anne-Marie McDonald, la gestionnaire nationale des programmes de recherche et communication, et ainsi qu'une séance sur la santé mentale chez les personnes atteintes d'une maladie chronique, dont le DT1, animée par Zosha Anders, travailleuse sociale, psychothérapeute en service de psychiatrie médicale du CHUM. Premièrement, nous reconnaissons que moi, je me trouve sur les terres traditionnelles des peuples Kanien'kehá:ka, Mohawk et Haudenosaunee. La recherche et les activités de FRDJ se déroulent sur les terres où vivent de nombreux autres habitants autochtones d'un océan à l'autre. Nous reconnaissons les terres ancestrales et non cédées de tous les Inuits, les Métis et membres des Premières Nations qui vivent sur ces terres. Alors, veuillez noter que cette session est enregistrée. Si vous ne souhaitez pas participer à l'enregistrement, veuillez éteindre votre caméra maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait. FRDJ est un chef de file mondial dans la lutte contre le diabète de type 1, à la fois par la recherche, le financement et la défense d'intérêt. FRDJ soutient également les personnes et les familles de la communauté du DT1 dès le moment de la diagnostic, en aidant les personnes vivant avec la DT1 à avoir une vie meilleure, plus saine et plus sûre, tout en travaillant pour trouver une guérison. Alors, notre série Parlons DT1 offre des différents sujets à chaque mois et nous vous invitons à notre prochain événement éducatif en juin sur la santé reproductive avec le DT1. Nous organisons également une série de discussions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois et il s'agit d'une opportunité non structurée de se connecter avec d'autres sans programmation formelle. C'est une conversation et la prochaine série sera le 26 juin à 19h. Alors, quelques petits articles techniques et ménagers. On a un bouton de lever la main. Alors, on va attendre jusqu'à la fin pour les questions, mais si vous avez besoin d'éclaircissement pendant la présentation, parce que vous avez mal entendu, quelque chose comme ça, vous pouvez lever la main. Et nous avons également une fonction de chat. Nous encourageons toutes les questions à être commentées dans le chat et on va les répondre dans le temps imparti, soit à la fin de la session. N'hésitez pas à quitter la réunion quand vous souhaitez, si vous ne pouvez pas rester pendant toute la présentation, parce qu'on va enregistrer et vous allez recevoir un courriel demain. Alors, la santé mentale compte, surtout pour les personnes qui vivent avec le diabète, qui est une maladie chronique qui exige la prise d'innombrables décisions chaque jour, en outre en matière d'alimentation, de repos et d'activité. Les personnes atteintes de diabète sont plus susceptibles d'éprouver des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété et des troubles d'alimentation et elles pourraient bénéficier d'interventions visant à prévenir ou traiter ces problèmes. Cette séance va expliquer pourquoi il est normal de penser et de ressentir certaines choses à propos du DT1, à quel point il peut être difficile d'accepter le changement et s'y adapter, et fournira des conseils, des stratégies d'adaptation pour vous aider à mieux gérer la vie avec une maladie chronique ou à être le proche aidant d'une personne qui vit avec le DT1. Cet événement est ouvert à tous, mais veuillez noter que nous ne serons pas en mesure de répondre à des questions individuelles concernant des problèmes de santé mentale. Alors, on ne peut pas faire du thérapie ce soir, mais on est là pour vous donner des stratégies. Alors, pour commencer, je vais présenter Dr. Anne-Marie McDonald qui va donner une séance sur notre stratégie de santé mentale et ensuite, ça va être Zosha Anders qui va parler. À vous, Anne-Marie. Parfait. Merci, Rosalie. Vous m'entendez bien?
Oui, Oui, parfait. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ce soir nous joindre. Comme Rosalie a mentionné, je travaille dans le département de recherche. Je vis aussi avec le diabète de type 1 depuis 35 années déjà. Si vous voulez, malheureusement, je ne vois pas le chat box, mais si vous voulez vous introduire ou mentionner le temps que vous vivez avec le diabète ou si un enfant qui vit avec le diabète, vous pouvez toujours le partager avec nous ce soir. Alors moi, je vais prendre une dizaine de minutes environ à vous introduire un peu sur notre programme de santé mentale, notre stratégie à FRDJ. Nous savons bien sûr depuis longtemps que les personnes qui vivent avec le diabète type 1 ont plus de troubles, plus de défis avec leur santé mentale et comparé aux gens qui ne vivent pas avec le diabète. Il y a bien sûr beaucoup de lacunes dans les soins de santé mentale et c'est pour cela qu'on a décidé en 2021 à vraiment développer une stratégie mentale pour le soin des gens qui vivent avec le diabète. Vous savez peut-être, vous avez peut-être l'expérience déjà que souvent, on n'aborde pas les sujets de santé mentale durant les rendez-vous avec les cliniciens. Souvent aussi, même si les cliniciens veulent vous aider, ils n'ont pas l'expertise dans le domaine de gestion des issues des problèmes de santé mentale avec le diabète. On sait que c'est quand même assez spécifique comme maladie, comme défi. On connaît aussi que le financement de la recherche sur la santé mentale est insuffisant. Et dernièrement, souvent, ce qu'on voit, c'est même s'il y a des fonds sur la recherche, les résultats de la recherche ne sont pas vraiment mis en pratique. C'est plutôt théorique. Et moi, je sais, étant quelqu'un qui vit avec le diabète de type 1, on veut voir les interventions, on veut voir les ressources aujourd'hui, pas dans quelques années. Je vais essayer de changer mon diapo. Voilà, parfait. Alors, pour nous, notre stratégie, comme j'ai mentionné, on l'a développée en 2021. Alors, c'est quand même assez nouveau. Et notre stratégie fit dans le cadre de la stratégie Améliorer la vie. Et elle adopte trois parties. Alors, la première partie, c'est vraiment de financer la recherche. Le deuxième, et je vais parler sur notre programme dans un instant, c'est vraiment de former des fournisseurs de soins de santé mentale pour qu'ils puissent avoir la confiance à aider les gens qui vivent avec le diabète, qui ont les troubles et les défis de santé mentale qui existent avec une maladie chronique comme le diabète. Et dernièrement, c'est vraiment d'engager et d'éduquer et de soutenir les personnes, mais aussi les soignants. On sait que les caregivers, souvent aussi, ont des troubles de santé mentale à cause que c'est vraiment la gestion de diabète de type 1, c'est quelque chose 24 heures sur 7. Et c'est important d'avoir les ressources pour non seulement ceux qui vivent avec le diabète, mais aussi pour les soignants, pour la famille, pour les amis. Alors, une fois qu'on avait la stratégie, ce qu'on a décidé, c'est vraiment d'avoir, premièrement, un programme de formation pour les cliniciens. Alors, c'est un programme de santé mentale et de diabète. C'est un programme en collaboration, excuse-moi, avec Diabète Canada. Et on a lancé le programme en anglais et en français. Et le programme a vraiment deux volets distincts. Alors, un, c'est pour les fournisseurs de soins de santé mentale et l'autre, c'est pour les professionnels de la santé comme les infirmiers, les infirmières, mais aussi les éducateurs en diabète et les personnes qui vivent avec le diabète de type 1. C'est un programme qui est en ligne. Ça prend à peu près 7 heures. Alors, il y a différents thèmes qu'on peut aborder. On a aussi une session interactive et Zofia le fait fabuleusement. C'est une de nos trainers qui prend à peu près 3 heures. Et ça, c'est pour les fournisseurs aussi, comme j'ai mentionné, de santé mentale, mais aussi les professionnels de la santé. On a lancé le programme en 2023, alors l'année dernière, dans les deux langues. Et on a déjà eu presque 300 individus qui ont suivi et complété le programme. Couramment, c'est un programme qui est offert sans frais et aussi c'est un programme qui a
beaucoup de crédits d'apprentissage continu. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de cliniciens qui s'enregistrent, qui s'inscrivent pour vraiment essayer d'aider les gens qui vivent avec le diabète de type 1 à cause qu'il n'y avait pas quelque chose comme ça avant qu'on l'a lancé avec, comme j'ai dit, avec le Diabète Canada. Alors, on est très fiers de ce programme. Pour en savoir plus, je pense qu'on a le lien partagé aussi sur le diapo. L'autre partie de ce programme, c'est d'avoir un répertoire de ces cliniciens qui ont complété le programme. C'est un répertoire bilingue aussi. On l'a lancé en septembre 2023. C'est en ligne, c'est accessible au public. Et ici, il s'agit d'un outil de connexion. Alors, vous pouvez trouver un fournisseur qui est proche de chez vous, qui parle votre langue, mais qui est aussi le plus important point, je pense, c'est qu'ils ont maintenant la connaissance de vous aider avec les problèmes que vous pouvez avoir avec la santé mentale en vivant avec le diabète de type 1. C'est vraiment les connaissances très, très spécifiques pour la situation dont quelqu'un se trouve quand il vit avec cette maladie chronique. Prochainement, je voulais juste dire quelques mots sur la recherche, alors ce qu'on supporte. Notre programme de subvention communautaire, c'est un programme qu'on a lancé, a été annoncé en mai 2023 et les projets ont commencé à être financés cette année, en janvier 2024. Et c'est vraiment une initiative, disons, d'incubateur. Alors, ça veut dire qu'on essaye vraiment de financer des projets pour les aider à démarrer. Alors, ils peuvent avoir des idées innovantes en projets déjà réussis, mais c'est vraiment des programmes qui sont plus petits, qui peuvent rapidement avoir des résultats et rapidement aider les gens qui vivent avec le diabète. Ici, on a les 5 premiers projets, les 5 premières subventions communautaires dans ce programme. C'est des projets qui sont récompensés jusqu'à 20 000 $. Ils se déroulent sur une période de 18 mois et chacun est vraiment, vous pouvez voir en lisant les titres et les descriptions, c'est vraiment des programmes uniques. Et c'est des programmes créatifs qui visent vraiment à améliorer le bien-être des gens qui vivent avec le diabète de type 1. Et c'est des cours, c'est assez court comme subvention, c'est seulement 18 mois. Alors, à la fin de cette période, on va avoir les résultats, on va être capable de partager avec vous les résultats de cette recherche. Comme on est une organisation qui est vraiment visée sur la recherche, c'est important pour nous d'avoir des partenariats et on s'est associé avec plusieurs fondations et instituts. Alors, premièrement, c'est l'Institut de recherche en santé du Canada qui nous a aidé vraiment à avoir des subventions sur la santé mentale, dont les subventions pour la recherche psychosociale sur le diabète, la santé psychosociale et la prévention et la autogestion, alors la gestion de la maladie. L'autre partenariat, c'est avec la Fondation Brain Canada. Alors, on a aussi 4 projets de recherche avec la Fondation Brain Canada qui se déroulent couramment. Et l'investissement est assez grand, c'est de 5 millions de dollars canadiens dans 7 projets. Et comme vous pouvez voir, on a vraiment un beau range de projets. On a des interventions qui sont virtuelles, on a des interventions en personne sur la détresse diabétique, aussi pour le soutien par les pairs, qui est très important avec les jeunes. On a aussi des programmes de recherche pour les enfants et les jeunes adultes, les ados. On sait que c'est assez difficile durant la période de transition. Par exemple, on est vraiment content d'être capable de supporter ces projets de recherche.
La dernière chose que je voulais dire, c'est partager un peu sur nos plans pour notre stratégie de santé mentale en 2024 et dans le futur. Alors, bien sûr, premièrement, c'est la poursuite du financement de la recherche qui est en cours pour la santé mentale. La deuxième chose, c'est la sensibilisation. Alors, nous faisons connaître le répertoire de santé mentale et diabète que j'ai partagé avec vous auprès de la communauté des T1, mais aussi, bien sûr, le programme de formation pour les fournisseurs. Nous mettons à jour notre site web. Alors, veuillez, s'il vous plaît, aller le regarder, le lire, soit ce soir ou demain, si vous avez quelques minutes. On veut aussi créer des ressources sur le site web, les ressources, disons, des blogs ou des vidéos pour vous aider avec la gestion de diabète de type 1 et pour vraiment vous partager avec vous tout ce qui peut être dans la santé mentale. Alors souvent, on pense seulement que c'est une chose, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui travaillent ensemble pour nous aider avec notre bien-être. Et dernièrement, c'est des événements virtuels. Alors, comme l'événement ce soir, on essaie vraiment d'avoir des événements virtuels qui peuvent vous aider. Et il y a deux que je voulais mentionner. On va avoir un durant l'automne sur le diabète de type 1, mais aussi sur les troubles de l'alimentation. Comme on connaît, c'est un défi, un challenge pour non seulement les ados, mais aussi pour les adultes qui vivent avec le diabète de type 1. Et aussi, on va avoir un webinaire pour les professionnels de la santé. Alors, encore une fois, on essaie non seulement de partager les informations pour les gens qui vivent avec le diabète, mais aussi pour les cliniciens, pour leur donner les infos, la confiance à bien être capable de vous aider. Alors, je pense avec ça, je suis finie. Alors, je vais passer la parole à Rosalie, Zosia. Rosalie, juste À pour Rosalie, demander parfait. si quelqu'un a des questions pour Anne-Marie sur notre stratégie avant qu'on commence avec Zosha Anders. Est-ce que il n'y a rien dans le chat, mais c'était juste pour demander avant. Ben, si vous pensez à quelque chose après, soyez à l'aise de le mettre dans le chat. Et puis, vous pouvez mettre vos questions dans le chat au fur et à mesure et on va les répondre à la fin. Alors, avec ça, je vais partager mon écran et la parole va aller à Zosha Anders, qui est travailleuse sociale professionnelle et psychothérapeute autorisée au CHUM à Montréal. Alors, à toi, Zosha. Merci de cette présentation chaleureuse. Je suis ravie d'être là. Je pense qu'on ne peut jamais assez parler de santé mentale et diabète. Et peut-être pour vous aider à me situer, vous vous demandez peut-être pourquoi moi, c'est que je travaille principalement au CHUM en endopsychiatrie. Donc, une grande partie de mon quotidien, c'est de suivre des personnes qui vivent avec le diabète de type 1 et qui ont soit un trouble psychiatrique comorbide ou un problème de santé mentale. Et je m'intéresse surtout à l'interface entre les deux, donc de voir comment ça s'interinfluence et s'interagit. Donc, j'ai le privilège d'être exposée à beaucoup, beaucoup de récits sur l'expérience du diabète de type 1 et de ses effets sur la santé mentale. Alors, Rosalie va me donner un coup de main pour les diapositives. Donc, vous allez voir, je vais l'interpeller régulièrement pour passer à la diapositive suivante. Donc, pour aujourd'hui, on avait envie de mettre de l'avant un peu 3 points clés. J'ai envie de dire presque que c'est comme des postulats pour notre conférence. Je vous propose qu'on reconnaisse ensemble que le diabète de type 1 est une condition extrêmement exigeante, voire accaparante pour certaines personnes, envahissante, intrusive, et la plupart des gens font de leur mieux pour assurer la meilleure autogestion possible. Nous, notre rôle comme professionnels en santé mentale, c'est de les soutenir pour faire de leur mieux. Et faire de son mieux, c'est nuancé. Faire de son mieux, ça ne veut pas dire être parfait, ça ne veut pas dire être exemplaire. Faire de son mieux, ça peut être influencé par toutes sortes de facteurs individuels, familiaux, environnementaux, communautaires. Donc, l'idée ici, c'est de garder en tête que chaque jour, les personnes en général font de leur mieux et qu'on doit vraiment les soutenir avec flexibilité par rapport à ça. Quand on donne des recommandations, des conseils ou qu'on fait de l'enseignement psychopédagogique sur une condition médicale, j'ai envie de dire que
Pas que c'est futile, mais on va se heurter à beaucoup de résistance si la personne n'est pas disposée à recevoir cette information ou ces conseils-là. Et un élément absolument fondamental de la présentation aujourd'hui, ça va être la motivation. Donc, on doit toujours garder en tête que aussi une partie de notre rôle comme professionnel en santé mentale, c'est d'aider la personne à cultiver une motivation soutenue parce que le diabète de type 1, c'est une condition chronique. Donc, c'est tout un défi de soutenir un niveau de motivation à faire tout ce qui est à faire au quotidien pour que ça se passe du mieux possible. Alors, la prochaine. Ah, on a historiquement eu tendance à scinder la condition médicale et tout ce qui avait trait au psychologique. Donc, l'équipe traitante prenait soin et gérait tout ce qui avait trait au diabète et à l'aspect médical. Et s'il y avait des enjeux de santé mentale, pour toutes sortes de raisons liées à des malaises ou à un manque de ressources, pouvait avoir tendance à un peu pitcher les gens vers d'autres ressources, se dire, nous, on ne touche pas à ça, il faut aller voir ailleurs. Donc, je fais un clin d'œil au projet de FRDJ de monter cette formation absolument incroyable où on tend vers une approche beaucoup plus intégrée. On se dit, la santé psychologique, ça fait partie de la santé. Et donc, on a vraiment à prendre soin de tous les impacts psychosociaux du diabète dans la vie de la personne, au lieu de voir ça comme étant deux morceaux séparés. Donc, comme on disait ici, les professionnels pensaient que leur rôle était limité sur ce plan-là et envoyaient ça vers des gens qui pouvaient exprimer, sentaient qu'ils n'étaient pas assez formés pour traiter les spécificités de l'impact du diabète sur la santé mentale. Quand on parle de santé psychologique, je vous invite à revenir à quelque chose de tellement fondamental et ce sont les émotions. Et on peut se demander des fois, comme, en fait, souvent quand je pose la question même à des professionnels de la santé, dire c'est quoi une émotion? Je suis parfois face un peu à des regards avec des points d'interrogation. L'émotion, résumée grossièrement, c'est comme un ensemble de manifestations physiologiques face à une situation donnée. Donc, si je perçois que je suis en danger ou que je suis menacée, je vais vivre une panoplie de réactions anxieuses et c'est extrêmement physique. Ça se pourrait que j'ai des palpitations cardiaques, peut-être que ma gorge va se serrer, je prends les mains moites, trembler. Ça me communique, toutes ces manifestations-là me communiquent que je suis face à un danger. Ça va me permettre soit de réagir de façon appropriée ou alors de chercher le soutien qu'il me faut pour passer à travers. La tristesse, quant à elle, nous communique souvent un manque. Il y a une perte de quelque chose, absence, carence. C'est pas pour rien que le deuil est caractérisé principalement par la tristesse, c'est qu'on a perdu quelqu'un. Contrairement à ça, la colère, c'est vraiment une charge. C'est pas pour rien. Moi, je désigne souvent la colère comme étant comme une boule de feu à l'intérieur de nous. La colère va se manifester quand soit on perçoit qu'on est victime d'injustice ou alors que nos limites sont transgressées ou qu'on nous manque de respect. Donc, ça va souvent pousser soit à se défendre ou à affirmer des limites plus fermes. L'important à retenir ici, c'est de vous poser la question régulièrement, qu'est-ce que je ressens et pourquoi je ressens ça? Parce que l'émotion, elle est là pour vous communiquer un besoin. C'est à ça qu'elle sert, c'est à ça sa fonction et c'est une fonction qui est absolument essentielle et adaptative. Si on n'écoute pas l'émotion et qu'on la tasse bien loin, elle va aller s'entreposer quelque part, mais elle n'aura pas pu remplir sa mission. Donc, si on veut tendre vers un accueil et une gestion saine des émotions, je vous invite à, quand vous avez ces sensations-là, à essayer de comprendre dans quelle émotion vous vous situez et surtout à essayer de déceler le besoin derrière. Quand on a un diagnostic d'une condition chronique, comme on voit ici, c'est un long parcours et il y a différentes étapes. On a parlé tantôt du diagnostic, là, c'est un peu un point de départ. Et dans un premier temps, aujourd'hui, on va parler de l'acceptation. C'est un mot qui peut, pour certains, évoquer quelque chose de bien, quelque chose de serein, où on arrive à intégrer la condition à notre quotidien. Pour d'autres personnes, le terme acceptation peut faire réagir parce qu'on se dit, mais pourquoi j'accepterais quelque chose que je ne veux pas ou que je n'ai pas demandé? Alors, si on passe à la prochaine diapo, Rosalie. Quand j'accueille dans une première rencontre, en début de suivi, souvent, je vais faire l'exercice de demander aux gens, dites-moi, si je vous parle de vivre avec le diabète au quotidien, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et on va faire un genre de nuage de mots. Plus souvent qu'autre chose, ce sont des termes péjoratifs qui vont ressortir. Mais c'est un peu biaisé, là, mon observation, parce que quand les gens sont rendus devant moi, c'est qu'ils vivent une difficulté.
Mais alors, Rosalie, si on active l'animation, c'est ça, c'est que personne n'a demandé. En général, les gens ne veulent pas être malades. Donc, personne ne demande d'être malade. De commencer à cultiver un processus d'acceptation, ça implique toutes sortes de facteurs qu'on va voir à la prochaine diapo. Donc, ici, j'ai vraiment envie de normaliser. C'est le but de cette diapo-là. On va normaliser certaines affaires. Dans un premier temps, le diabète de type 1 est une des conditions les plus exigeantes qui existent. Ce que ça demande en termes de prise de décision, d'efforts, d'organisation et de gestes concrets est assez phénoménal. Que ce soit la surveillance glycémique, que ce soit de préparer un entraînement, organiser la demande d'accommodement au travail, gérer ça dans les relations sociales. Donc, ça touche toutes les sphères de vie de la personne et de demeurer dans les cibles glycémiques, c'est une tâche qui est d'une grande complexité. C'est-à-dire qu'au-delà de tous les comportements, toutes les décisions que ça demande, il y a quand même une part d'imprévisibilité et d'incertitude inhérent à ça. C'est-à-dire que ce qui fonctionne lundi peut ne pas marcher mardi, alors qu'il n'y a absolument rien qui a changé dans les façons de faire ou d'organiser l'autogestion. En plus, comme je pense que c'est Rosalie qui l'a dit, c'est constant. Il n'y a pas de vacances du diabète. Ce n'est pas une condition où il y a des épisodes entrecoupés de périodes de rémission. C'est 24 heures sur 24, pas de congé, pas de vacances, pas de répit. Et c'est quand même quelque chose que j'entends souvent dans les suivis. Les gens peuvent se rendre à un point où ils ont désespérément besoin de répit. Donc, c'est de voir comment mettre un soulagement en place, sachant que ce n'est pas possible d'enlever la condition. Donc, je pense que juste ces constats-là, c'est de les garder en tête, de dire, ben, quelqu'un qui vit avec un diabète de type 1 a ça tous les jours dans sa charge pour la journée. Quand on parle d'acceptation d'une condition médicale, ici, ce qu'on vous montre, c'est comme une sorte d'algorithme. C'est-à-dire que quelqu'un qui est davantage dans une posture d'acceptation va avoir tendance à démontrer qu'elle reconnaît que sa condition c'est un enjeu significatif dans son quotidien, ça mérite son attention, et aussi reconnaître qu'elle a une part de responsabilité pour la gérer, pour veiller à sa stabilité. Au contraire, on peut avoir des gens qui sont carrément dans le déni, qui se disent, ben non, c'est pas grave, ça n'a pas besoin que je fasse quoi, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, et de toute façon, c'est le médecin qui va gérer, ou de toute façon, ça va se résorber. Donc, ça, c'est vraiment une posture complètement contraire et qui est hautement problématique. À la prochaine diapo. Ça, c'est une diapo que je trouve vraiment importante. La détresse liée au diabète, c'est une détresse psychologique qui est causée par l'expérience, toutes les exigences, le fardeau, les restrictions, les contraintes associées spécifiquement au diabète. On l'a évoqué quelques fois aujourd'hui, là, la réalité spécifique et les impacts spécifiques du diabète sur la santé mentale. Une question que, quand je forme les professionnels, la question que je les invite à se poser, c'est: est-ce que la personne présenterait un tel tableau clinique ou une telle détresse si elle n'avait pas un diabète? Si la réponse est non, on sait qu'on a affaire à une détresse spécifique au diabète qui peut même se rendre jusqu'à l'épuisement. Dans un peu sa version la plus extrême, pensez à l'épuisement professionnel. On peut être dans une expérience similaire avec le diabète où la personne ne se sent juste plus capable de déployer ce qu'il faut pour gérer sa condition. Ça peut se manifester, ça peut avoir une allure un peu anxio-dépressive, découragement, lassitude, incapacité à faire face. On ne veut pas se rendre là, donc j'ai envie de vous mettre la puce à l'oreille par rapport à des signes avant-coureurs de détresse. Et quand on va aller travailler la détresse liée spécifiquement au diabète, on va s'intéresser aux sources spécifiques. Donc, parce que ça a une influence dans toutes les sphères de vie de dire, mais quelles sont les sources principales de détresse? Est-ce qu'on a affaire à une peur significative, voire phobique des hypoglycémies? Est-ce que c'est plutôt dans les relations? Est-ce que c'est le fardeau de gérer les appareils? Est-ce que c'est l'alimentation? Donc, une détresse globale mérite d'être explorée plus spécifiquement pour voir les déclencheurs précis. Ensuite, c'est une chose de travailler à accepter, intégrer une condition chronique à son quotidien, à sa personne, à sa vie.
Ensuite, il y a comme étape aussi d'accepter un traitement. Et on sait avec le diabète de type 1, il y a un traitement qui est forcément proposé aux patients. Donc, on va voir ici qu'est-ce qui peut avoir une influence sur le degré d'acceptation du traitement. Ah, ici, j'ai envie de résumer cette diapo-là en disant que parfois, pour la personne, ça peut être un peu mélangeant quand elle est face à une proposition de traitement. Des fois, ce qu'on lui recommande ou ce qu'on lui propose peut heurter ce qui semble être le gros bon sens. Donc, ça peut être un peu mélangeant pour la personne. Intuitivement, on peut se dire certaines choses et on peut avoir intériorisé toutes sortes de croyances sur la santé, sur le diabète, sur la médication. Et donc, j'ai juste envie simplement de le mentionner, qu'on en prenne soin de dire que des fois, c'est pas super intuitif ce qu'on nous propose. Ça n'a pas toujours de sens d'emblée. Mais quand on prend le temps soit d'en discuter, soit de s'intéresser à ça, puis de peser les pour et les contre, on peut s'apercevoir qu'au bout du compte, ça mérite d'être exploré. L'exemple qu'on donne, le plus classique, c'est, mais c'est pour le type 2, mais d'intégrer l'insuline est perçu comme un échec. Alors que pour bien des gens, ça permet de bonifier le traitement. Donc, c'est juste pour montrer que des fois, on trouve que ça n'a pas de sens, mais que quand on pousse un peu plus loin, ça peut finir par en avoir. Il y a aussi dans je vais le mentionner très rapidement, quand on commence à discuter de traitement avec un patient ou une patiente, il se peut que cette personne arrive avec toutes sortes d'expériences familiales, personnelles. Elle a pu être témoin d'autres expériences moins favorables. Donc, ça peut teinter son degré d'ouverture au traitement. Dans tous les cas ici, le but, c'était, j'ai comme envie de dire que le but plus masqué, c'est de dire restez pas seul avec ces réflexions-là. Parce que de porter des contradictions à l'intérieur de nous ou alors d'être comme habité par des anecdotes ou des histoires mélangeantes, là, j'ai comme envie de dire, parlez-en avec un professionnel de confiance pour réfléchir euh, à voix haute ou avec quelqu'un qui peut aller défaire des fois les croyances erronées. Et c'est un équilibre qui est difficile à trouver, de dire entre reconnaître la nécessité d'un traitement et prendre soin de ses préoccupations par rapport aux effets de ces traitements-là à court terme, à long terme. Et l'équilibre est vraiment unique, c'est propre à chacun. Donc, je réitère mon message ici. Euh, Tu sais, quand la personne a fait ses recherches, elle s'est informée auprès de sources fiables et que là, elle porte une certaine confusion par rapport au traitement, ses bienfaits et les effets indésirables, parlez-en à un professionnel de confiance pour trouver votre équilibre entre ces deux éléments-là, sachant que la solution parfaite, elle n'existe pas. Mais l'important, c'est de trouver le meilleur équilibre pour vous. Même raisonnement ici, dont je parlais tantôt en termes de degré d'acceptation du diagnostic, c'est un peu la même logique pour le traitement. Si je perçois que j'ai besoin de ce traitement-là, mais que j'ai énormément de préoccupations, ça se pourrait que je me sente ambivalente par rapport à ce qu'on me propose. En revanche, si je perçois que j'en ai vraiment besoin, puis que je ne suis pas inquiète, je me sens rassurée, j'ai assez d'informations, je comprends ce qu'on me propose, je comprends mes options, alors là, je vais tendre davantage vers une posture d'acceptation et c'est ce qu'on souhaite. Donc, j'ai comme envie de vous inviter encore une fois poser les questions, d'en parler, d'aller vous apaiser pour cultiver votre posture d'acceptation si vous avez des doutes par rapport au plan de traitement. Puis quand je parle de plan de traitement, oui, c'est la médication, mais c'est aussi, ça peut être par rapport à une psychothérapie qu'on pourrait vous proposer, un groupe qu'on vous propose ou d'autres types de mesures par rapport à votre hygiène de vie. Je vais passer rapidement là-dessus. C'est simplement pour attirer votre attention sur différents facteurs qui peuvent influer sur le degré d'adhésion au traitement. Donc, est-ce que le patient se sent confiant de gérer tout ça au quotidien? Est-ce qu'il est confiant que c'est le meilleur traitement pour lui ou il a encore des doutes? Est-ce qu'il comprend toute l'information qu'on lui donne? Et est-ce que le ratio risque-bénéfice a du sens pour lui? Donc, tout ça va influencer sur son degré d'investissement et d'acceptation de son traitement. OK, on est rendu à cette dernière étape là, dans le parcours et probablement l'étape la plus importante.
On va commencer à parler de motivation. Parce que c'est une chose de savoir ce qu'on doit faire, c'est une autre chose d'en avoir envie ou de cultiver l'envie de le faire. Alors, quand on s'intéresse, il y a un énorme intérêt, en fait, pour la psychologie du comportement, y compris dans le domaine de la santé, euh, parce que l'être humain, finalement, n'est pas si malin que ça. On est à la recherche de plaisir, on est à la recherche de résultats immédiats. C'est quand même un peu contre-intuitif pour nous de se dire, ben, je vais faire quelque chose maintenant pour avoir un bénéfice dans 30 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ici qu'un comportement sain est en fait un comportement un peu anormal, un peu contre-intuitif. Soyez pas surpris de voir ici que l'évitement est une stratégie d'adaptation parmi les plus courantes. Elle est efficace dans le moment, mais peut, en fait, tend à avoir des répercussions par la suite. Donc, on ne l'encourage pas ici, mais c'est aussi pour normaliser. Si parfois, on vous demande de modifier un comportement pour votre santé, de grâce, faites preuve d'indulgence si votre premier réflexe, c'est de mettre ça de côté puis de vous dire: «Je vais y revenir plus tard». Aussi, un élément vraiment important, puis je reviens à, quelque chose que j'ai dit en début de présentation par rapport à la motivation. Hem, je sais pas pour vous, mais j'aime pas tant que ça me faire dire quoi faire et en fait, plus on me pousse ou plus plus on essaie de me forcer à faire quelque chose, plus je vais résister et ça, c'est typiquement humain. On arrive dans nos interactions avec des professionnels, peu importe quel type, on arrive avec tout un bagage de croyances à propos de nous-mêmes, à propos des autres, du monde, de l'avenir. Donc et on va avoir tendance à privilégier ces croyances-là avant les recommandations qui vont venir de l'extérieur. Donc, c'est simplement ici pour sensibiliser au fait que si le professionnel passe trop de temps à, vraiment pousser les recommandations, les conseils directifs, hein, il faudrait que vous fassiez ci ou vous devriez faire ça, la personne va avoir tendance à résister. Donc, c'est un peu un cul-de-sac. C'est beaucoup plus constructif de travailler ce qui motive la personne, ce qui va avoir du sens pour elle dans tous les changements qu'elle va apporter dans ses comportements. Il y a aussi une expérience sur laquelle j'aimerais attirer votre attention et c'est celle de l'impuissance acquise. Quand on vit avec, toutes les exigences d'un diabète de type 1, on déploie énormément au quotidien et si on a l'impression que ce qu'on fait ne marche pas, ne marchera pas, ne sert à rien, c'est comme, tu sais, je fais tout ce qu'il faut, je fais tout ce que l'équipe me dit de faire, ça ne marche pas aussi bien que ça devrait. On est à risque de développer un sentiment d'impuissance au fil de cette expérience-là et ça nous met à risque de vivre la détresse liée au diabète, voire un épuisement. Donc ça aussi, c'est important de ne pas rester seul avec ça. Si vous avez l'impression que vos efforts ne servent à rien, si tout ce que vous faites est futile, puis que de toute façon, ça ne marchera pas, vraiment, parlez-en à un professionnel de confiance. Et le dernier élément, ça non plus, ça ne devrait pas trop vous surprendre en lien avec nos comportements comme humains, les émotions ont tendance à dominer la logique. Donc, tu sais, puis on le voit, il suffit tu sais, l'expérience d'un coup de foudre, là, c'est tout sauf la logique qui embarque. Donc, les émotions, on distingue ici émotions primaires versus émotions secondaires. Comme je disais tantôt, l'émotion, vous allez ressentir quelque chose euh, face à une situation donnée. Et quand on fait référence aux émotions primaires, on dit que normalement, l'émotion vous aide à vous adapter à ce qui se passe. Soit que répondre à un besoin, ou alors l'émotion, vous pourriez chercher du soutien, ventiler avec un proche pour liquider l'émotion et passer à autre chose. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est avec des émotions qui sont démesurées, face à la situation déclencheur, qui deviennent très envahissantes, hem et qu'on a plus de difficultés à liquider simplement. Alors, on va voir maintenant plus concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous propose comme une matrice ici pour vous aider à, déjà à essayer de choisir quel type de stratégie vous pourriez utiliser. La question que vous pouvez vous poser, c'est: «Est-ce que j'ai du pouvoir d'agir sur la situation ou sur le problème?» Si oui, là, on embarque dans de la résolution de problème. Qu'est-ce que je peux faire? Quel comportement je peux adopter pour faire face à ce qui se passe? Donc ça, c'est peut-être un peu plus intuitif. On en fait tous les jours de la résolution de problèmes. Ça vous permet de fonctionner, de travailler, de gérer vos familles, vos relations, tout ça, là. Donc ça, c'est quand même, peut-être un peu plus évident. Mais lorsqu'on est face à une situation où on sent qu'on a
pas énormément de contrôle, pas énormément de pouvoir d'agir, on décline ça en deux catégories. Si vous sentez qu'il y a une certaine impuissance à changer ce qui se passe, mais que vous avez encore un certain contrôle sur soit ce que vous pensez, vous avez encore une capacité à raisonner, ou alors vous sentez que vous êtes quand même, vous avez une certaine mainmise sur vos émotions. Là, on va rentrer dans un travail sur les pensées ou sur l'émotion. On va essayer de modifier ces deux choses-là pour améliorer l'expérience de la situation. Mais il peut arriver, et ça arrive à tout le monde, ça c'est la catégorie numéro 3, on est parfois face à des tempêtes. Et la tempête, on ne peut pas l'éviter. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'accrocher puis essayer de passer à travers avec le moins de dommages possible. Donc là, on va voir des stratégies, un peu des stratégies de survie. Donc, comme je disais ici, pour la résolution de problèmes, on peut adopter deux postures. L'une n'exclut pas l'autre. En fait, l'idéal, ce serait d'avoir les deux dans son coffre à outils. Quand on fait une résolution réactive des problèmes, c'est qu'on sort les compétences d'autogestion. Si vous êtes face à des difficultés en lien avec l'autogestion de votre diabète, puis, comme je vous dis, sûrement que vous devez le faire honnêtement des dizaines de fois par jour de la résolution de problèmes réactifs. Il y a un problème, vous sortez une compétence, vous y faites face. Mais aussi avec l'expérience de cette condition, on développe une sagesse et vous apprenez à tellement bien vous connaître que vous pouvez faire de la résolution proactive de problèmes et être plus dans une posture de prévention. De dire, je sais que, par exemple, je sais bien que si je veux aller faire tel type d'entraînement, il faut que je prévoie de telle façon, que je me donne telle dose. Donc, il y a la réaction, elle est essentielle pour éteindre certains problèmes, mais aussi la prévention peut être intéressante aussi pour ne pas avoir à faire face à certains pépins dans le quotidien. C'est ici peut-être qu'on rentre plus dans du nouveau aujourd'hui. Comme je disais, là, pour la catégorie 2 et 3, quand on sent qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir d'agir sur le problème, là, on peut s'intéresser dans un premier temps à comment on a interprété la situation. La restructuration cognitive, c'est un terme technique pour désigner une sorte de remaniement de nos pensées, de nos façons d'avoir interprété la situation. Ça demande d'avoir accès à ça, d'être capable de se raisonner. Donc, on n'est pas en crise, on n'est pas complètement envahi. Euh, on peut se demander, est-ce qu'il y aurait une autre façon de voir ça? Donc, la pensée spontanée, et on en a tous des interprétations spontanées de certaines situations qui sont influencées par un paquet d'affaires. Votre pensée spontanée, là, laissez-la simplement vous habiter un instant. C'est la pensée alternative qui devient intéressante si vous voulez essayer de modifier l'émotion que vous vivez. Donc, j'avais comme exemple, mon exemple, c'est la première qui me vient en tête, là, mais je pensais à ça par exemple, si vous cuisinez un repas pour un proche. Puis là, vous mangez à table, puis vous l'observez prendre sa première bouchée, puis votre proche fait une sorte de petite grimace. Peut-être que la pensée spontanée va être: Ah, c'est ça, il trouve ça dégoûtant. Ou Ah, c'est ça, j'ai pas bien fait la recette. Ou Ah, j'aurais dû faire autre chose. Et ça va engendrer toutes sortes d'émotions désagréables. Peut-être de la honte, de la déception, découragement. Quand on parle de restructuration cognitive, on vous invite à prendre un pas de recul et à dire: c'est possible qu'il y ait autre chose qui se passe. Peut-être qu'il s'est mordu l'intérieur de la joue. Peut-être que ce sont de nouvelles saveurs. Donc, l'idée ici, c'est de s'ouvrir à d'autres interprétations possibles à une situation qui vous cause une émotion désagréable. Pour ce qui est de la régulation des émotions, l'idée ici, c'est de s'auto-apaiser. Si vous sentez que vous avez encore une fois une certaine mainmise sur vous, un certain autocontrôle, c'est de prendre soin de l'émotion pour la laisser simplement faire ce qu'elle a à faire puis poursuivre son chemin. Comme je disais tantôt, une émotion est là pour vous communiquer un besoin. Une fois que vous aurez détecté le besoin, que vous aurez bien compris qu'est-ce qui est derrière cette émotion-là, fort à parier que l'émotion, elle va diminuer en intensité. Donc, si vous êtes face à une situation où vous vous sentez impuissant, que vous vivez des émotions fortes, des émotions désagréables, oui, l'auto-réassurance, ventiler avec un proche, chercher du soutien ou une possibilité d'exprimer ce qui se passe pour vous aider à vous apaiser. Ici, on rentre dans les stratégies plus j'ai envie de dire, c'est les stratégies de tolérance à la détresse. On fait tous face à des crises sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Comme je disais tantôt, le but, c'est de s'accrocher puis de passer à travers en évitant de se faire du mal ou d'empirer les choses.
Donc, une stratégie intéressante, ça peut être de déplacer son attention. Donc, la distraction. Donc, essentiellement, vous pouvez focaliser votre attention soit sur l'environnement. Des fois, les patients qui font des crises régulièrement, on va les inviter à décrire leur environnement. Donc, les couleurs, qu'est-ce qui occupe la pièce. Simplement en se concentrant là-dessus, on s'éloigne un peu de l'émotion envahissante. Juste le temps de lui permettre de diminuer un peu en intensité. Ça peut être par de la respiration profonde. Ça, il ne faut pas sous-estimer l'efficacité de cette stratégie-là. Ça peut être, si on veut, des stratégies un peu plus punchées. Là. Il y a des gens qui vont aller prendre des blocs de glace dans le congélo pour se saisir, pour se sortir de l'émotion forte. Sinon, une autre stratégie vraiment intéressante, puis j'ai envie de dire qu'elle s'applique presque aux situations 2 ou 3, c'est la diffusion. C'est une stratégie qui s'inscrit dans les approches de pleine conscience. C'est qu'on peut avoir tendance à prendre nos pensées pour du cash. On croit nos pensées, là, c'est comme si c'était une grande vérité. Donc, quand on est dans des pensées un peu distorsionnées, peut-être des exagérations, peut-être qu'on tire des conclusions hâtives ou qu'on généralise une situation à tout le reste de notre vie et que ça entretient des émotions vraiment désagréables, on peut essayer de prendre un pas de recul et voir la pensée pour ce qu'elle est, ce n'est qu'une pensée. Donc déjà, de se dire une phrase du genre: «J'observe que je suis en train de penser que», c'est déjà une façon de prendre une certaine distance face à la pensée. Ou alors, il y a certaines personnes qui vont se mettre à faire la narration. Donc là: hem, OK, là, j'observe que je suis en train de penser ça, puis c'est vrai que j'ai tendance à penser ça». Donc l'idée ici, puis si vous avez envie de lire là-dessus, en fait, je vous lance ça comme piste, la diffusion. Il y a une panoplie d'informations sur cette technique-là qui est disponible, là, et énormément de sources sûres. L'idée, c'est juste d'observer la pensée sans l'agir, sans amplifier l'émotion qui est connexe et simplement de la voir pour ce qu'elle est et de se dire que si la pensée ne nous est pas utile, on n'est pas obligé de l'investir. On peut passer à autre chose. On a 2 derniers points sur lesquels je voulais vraiment mettre l'accent. Comme travailleuse sociale, je ne peux pas passer à côté de l'importance et de la richesse du soutien social. Hem, Quand on vit l'expérience d'un diabète de type 1, il peut y avoir toutes sortes de situations et de sources de stigmatisation, souvent fondées sur de l'incompréhension, des préjugés, des fausses croyances et ça va amener les personnes qui vivent avec cette condition à vivre des expériences répétées de sentiments négatifs. Tu sais, si j'ai honte, de me donner mon insuline au travail, ça se pourrait que je skippe ça, que je me mette à risque parce que les réactions de mes collègues sont tellement souffrantes ou tellement stigmatisantes que je vais comme négliger ça pour me préserver. Ou alors, on peut se retrouver à cacher sa condition, hem et à désinvestir certains aspects, de l'autogestion en raison de la stigmatisation sociale qui vient de l'extérieur. Donc, c'est une invitation ici à faire le point sur qui se trouve autour de vous. Et quand on parle de soutien social, oui, c'est l'entourage, mais c'est aussi la communauté. Ça peut être des réseaux plus élargis. Puis je pense que FRDJ, c'est un excellent exemple, surtout avec les initiatives que FRDJ met en place pour que les gens puissent se connecter, se lier et aller chercher du soutien social qui est super précieux. Et ultimement, ici, ce qu'on vous dit, puis ça, je le répète tout le temps, c'est à chacun de décider qui va composer son réseau de soutien social. Donc, dans l'entourage immédiat, dans la famille, les amis, les proches, les partenaires. Puis après ça, il y a, oui, les organismes communautaires, il y a l'équipe traitante, ça peut être dans d'autres types de réseaux d'appartenance. Donc, c'est vous qui décidez de qui vous vous entourez et en qui vous faites confiance, mais aussi le degré de dévoilement. Donc, on n'est pas obligé de tout dire à tout le monde là-dedans. On peut vraiment choisir qui est capable de nous soutenir émotionnellement versus qui est mieux placé pour nous soutenir au plan instrumental, donner un coup de main avec les tâches et les choses comme ça. La résilience, ça peut pas être mieux dit que ce qui est à l'écran. C'est vraiment la capacité à faire face à l'adversité et à rebondir. La résilience, c'est pas une tentative d'échapper à l'adversité, c'est d'y faire face et d'essayer d'intégrer ces expériences-là à notre parcours sans se laisser abattre. C'est des exemples de choses que font les personnes résilientes. Je pense qu'ici,
s'il y a comme une sorte de détachement sain, un genre de lâcher-prise sain, de dire j'accepte et je reconnais que ça ne se passera pas toujours bien et que certaines choses échappent à mon contrôle. Je me prends soin là-dedans, je fais preuve de bienveillance à mon égard dans les situations où je n'ai pas de contrôle et je me concentre sur les leviers et les zones où j'ai un pouvoir d'agir. Quelques pistes ici, très concrètes pour faire face à de la détresse liée au diabète ou à l'épuisement. J'aimerais mettre l'accent sur trois éléments parce que je pense qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ne vont pas vous surprendre. Comme je disais aujourd'hui, pour moi, un des objectifs de la séance, c'était de normaliser. Si vous vous reconnaissez dans certains éléments qu'on a pu présenter au début, vous n'êtes pas seul, en fait. Donc, c'est de reconnaître que c'est une condition extrêmement exigeante qui vous demande des dizaines de décisions par jour, toutes sortes d'efforts, de prendre du temps et de le consacrer à quelque chose que vous n'avez pas choisi, mais auquel vous devez vous adapter au quotidien. Si vous êtes en mesure d'aller chercher le positif, d'essayer de faire émerger, si ce n'est pas du positif, il ne faut pas que ce soit plaqué, il faut que ce soit quand même naturel. Fait que si ce n'est pas positif, du moins quelque chose qui est bienveillant, qui est compatissant à votre égard dans les situations difficiles pour essayer d'apaiser un peu les émotions désagréables. Le soutien social, ne restez pas seul, diversifiez vos réseaux de soutien et vos sources de soutien et aussi essayez un éventail de stratégies. Il n'y a pas de liste, il n'y a pas de recette. Chaque personne est différente. Il faut vraiment essayer différentes choses pour prendre soin de soi et retenir ce qui a le plus de sens et ce qui est le plus efficace pour chacun. Et pour terminer, quand on est dans une trajectoire d'acceptation et qu'on essaie de cultiver cette posture-là face à une condition chronique qui est souvent très difficile, on peut en arriver à une posture de croissance. Donc là, c'est qu'on passe à une prochaine étape où on est capable d'entrevoir qu'on puisse grandir, apprendre et en fait devenir plus résilient à travers l'adversité liée à notre condition de santé. Ça revient un peu à la stratégie de la restructuration cognitive, essayer de voir les choses autrement sous un autre angle qui nous permet de mieux vivre la situation au lieu d'être accablé et défait. Alors voilà. Merci beaucoup de votre attention. C'était beaucoup en peu de temps. Donc là, ça va me faire plaisir de peut-être clarifier certains points ou répondre à vos questions. Et là, je m'aperçois que l'éclairage derrière moi n'est pas très bonne, mais je suis Oui, encore là. On dirait l'éclairage que a commencé. on dirait que je suis dans le noir. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé. Merci beaucoup, Zosha. Est-ce que quelqu'un a des questions? Il y a une question dans le chat déjà là. Juste pour dire, on va juste passer vite au chat. Cynthia demande, et je pense qu'il y a d'autres qui ont répondu aussi, est-ce que le parent peut se sentir dépassé par le diabète de son enfant? Est-ce que c'est le proche aidant? Pas nécessairement la personne qui vit la maladie, mais les proches aidants aussi. Absolument. Absolument, absolument. Et la présentation aujourd'hui était très centrée sur la personne qui vit l'expérience du diabète, mais le proche vit également une expérience, pas de la condition, mais d'être aux côtés de quelqu'un qui fait face à ça. Donc, absolument, absolument, absolument. Et il existe des ressources spécifiquement pour les proches aidants, puis je pense que ça vaut la peine de se tourner vers ces ressources-là et de se lier à d'autres parce que ça peut être une expérience extrêmement solitaire d'être proche aidant. Surtout pour un enfant, si on est le parent d'un enfant avec un diabète de type 1, ça amène une intensité de préoccupation que la plupart du temps, que la plupart des parents ne peuvent même pas s'imaginer. Avec toutes les périodes de transition et les préoccupations vont évoluer au fil du temps, plus l'enfant grandit et gagne en autonomie. Donc, j'ai envie de vous dire absolument, oui, c'est attendu. En fait, c'est même adaptatif et normal et approprié d'être inquiet quand on a un enfant qui a un diabète de type 1. Absolument. Alors, je donne parole à Michel Rodrigue, si vous voulez parler à haute voix, Michel. Oui, c'est bon, je suis là, vous m'entendez bien? Oui. OK, ben merci pour la présentation. Moi, je suis justement ça, une maman d'enfant maintenant d'une adolescente qui a le diabète de type 1. Puis ma question reflète mes préoccupations évolutives, en fait, vous avez bien mis la table. Moi, je me questionne, ça fait 3 ans que ma fille est diagnostiquée. Je me questionne je pense que ça va bien. Mais je me questionne à savoir quels seraient les signes que
chez ma fille qu'elle vivrait des enjeux de santé mentale associés à son diabète. C'est une enfant qui est assez introvertie et qui ne parle pas beaucoup de sa maladie, mais qui fait ce qu'il faut, mais qui en parle pas beaucoup. Mmh. Fait que c'est difficile pour une maman de prendre le pouls. Mmh. En tout cas, moi, je trouve ça difficile. Peut-être que les autres mamans trouvent ça plus facile ou ont des trucs que je connais pas, mais moi, je trouve ça difficile. Donc, c'est ça ma question. Qu'est-ce que ça pourrait être les signes que est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faudrait que je porte attention en Mmh. particulier, ce genre de trucs-là? Puis je Merci. pense merci de votre question, c'est une grosse question. Je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre peut-être aussi spécifiquement que la situation que vous me présentez le requiert. J'ai envie de dire pour que ce soit enfant, c'est sûr que ça amène son lot de complexité parce que l'enfant peut moins détailler ce qu'il habite, mais adolescent, jeune adulte, adulte, âge avancé, dès qu'on remarque des changements dans les comportements, dans l'humeur, de quelqu'un, c'est important de s'y intéresser. Quelqu'un qui va se replier sur soi, quelqu'un qui va délaisser des activités qui normalement l'intéressaient. Pour les adolescents, dès qu'il y a, tu sais, les résultats scolaires aussi, s'il y a comme une perturbation de son fonctionnement habituel, déjà là, ça peut être un indicateur que, c'est important de questionner. Hem, c'est que sans me prononcer, je suis embêtée parce que j'ai comme, ce serait intéressant d'explorer votre situation en profondeur. La conférence nous permet pas de le faire. Est-ce qu'il y a des tu sais, après ça, des ressources à l'école? En qui votre jeune se confie? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui elle serait comme à l'aise? Savez-vous s'il y a, quelqu'un aux alentours, là, en qui elle se confie? Hem, Ce que je peux vous dire, parce que je travaille principalement avec les adultes, donc en toute honnêteté, mon public est davantage les adultes, mais tu sais, chaque enfant, chaque ado diagnostiqué à cette période-là de la vie intègre à sa façon l'expérience du diagnostic. Selon le contexte dans lequel le diagnostic est posé, est-ce que c'est catastrophique, c'est à l'urgence, c'est une hospitalisation, ou alors est-ce qu'il y a des signes qui ont été ignorés, entre guillemets, pendant un certain temps, puis après ça, l'ado ou l'enfant a peur de négliger une deuxième fois à l'avenir puis de se mettre en danger. Bref, ce sont deux exemples qui montre que chaque personne intègre différemment et qu'à l'âge adulte, ce que je peux voir plus tard, là, hem, tu sais, ça donne différents profils de personnes. Il y a les perfectionnistes, qui s'en demandent beaucoup, beaucoup parce que très tôt dans leur parcours, ils se sont autonomisés. Ils se sont dit: «OK, je vais tout gérer tout ça, je ne veux pas inquiéter maman, papa, fait que je vais tout prendre sur moi». Ou alors il y a d'autres que ça va être d'autres stratégies d'adaptation. Je pense qu'au final, en parlant, ma réponse se clarifie. C'est peut-être, si vous êtes inquiète, d'aller chercher de l'aide pour votre ado. Puis de voir un peu, elle, est-ce qu'il peut y avoir un espace pour elle? Parce que c'est quand même normal qu'un ado ne se confie pas nécessairement à son parent. Si vous êtes inquiète puis que vous remarquez que soit il y a une perturbation de fonctionnement, un repli sur soi ou quelque chose de différent chez elle, d'aller lui chercher de l'aide puis de ne pas hésiter à consulter. Super. Il nous reste juste 3 petites minutes. Alors, OK. C'est à Lynn Moreau qui, vous pouvez parler à haute voix, Lynn, si vous avez encore votre question. Oui, dans les faits, je me demandais, quand vous avez parlé de, mon Dieu, tu sais, comme la non-acceptation qui se transforme éventuellement, comment les professionnels de la santé font pour faire la différence entre la personne qui est juste dans le refus parce qu'elle est au début versus la personne qui, même si c'est au début, est juste pas capable psychologiquement de faire certaines choses qui lui sont demandées ou physiquement aussi. Mhm, mhm. J'ai envie de dire que chaque personne est différente. Il n'y a pas tant de. Ce serait difficile pour moi de catégoriser les types de profils. J'ai envie de dire que le déni peut se manifester même avec des dizaines d'années d'expérience du diabète de type 1. Donc, que ce soit au début, après plusieurs années, après de nombreuses années, le professionnel de la santé doit s'intéresser à cette résistance-là et voir pourquoi elle est là. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer à quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer le déni de la condition, la résistance à l'investir? Est-ce que
Est-ce que c'est intrapsychique? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui appartient à la psychologie de la personne dans comment elle vit ça? Est-ce que l'environnement est mal adapté? Est-ce qu'il y a des manques dans l'environnement qui font en sorte que c'est difficile? Donc, c'est multifactoriel et le professionnel, en évaluant la situation, en apprenant à connaître la personne, va être en mesure de faire ressortir les motifs de la résistance à s'investir dans son autogestion. Super, merci. On est là, vraiment, on est On est habité à serré. 8 heures, mais ça va, je veux dire, un gros merci. Merci à tout le monde d'être venu ce soir. Et juste pour donner quelques ressources à tout le monde de votre entourage. Vous connaissez bien FRDJ, on est là. On a aussi notre soutien au pairs, on a notre page Facebook, on a notre série de connexions aussi, mais c'est pas juste, et FRDJ, comme dans mon écran, c'est la saison de la marche. Alors, la marche de FRDJ avec beaucoup de personnes, la marche pour la guérison aura lieu à la Ville de Québec dimanche sur les promenades à Samuel de Champlain et le 9 juin à Montréal. Au Parc en Grignon. Alors, je vous invite à participer aux marches aussi, d'être avec d'autres personnes, si vous voulez être avec d'autres personnes. Mais au Québec, on est très choyé d'avoir plusieurs associations de diabète, dont je vois Lisanne ici, avec AQDT1, que c'est un groupe qui soutient les personnes qui vivent avec le diabète, font beaucoup de présentations sur Facebook, ils font beaucoup d'activités et la défense d'intérêts, et aussi plusieurs autres associations de diabétiques partout dans chaque coin du Québec. Alors, je vous invite, si c'est quelque chose que vous voulez élargir votre réseau, votre communauté du DT1, venez nous voir, allez voir AQDT1 ou autres associations de diabète dans votre coin. Ils sont nombreux, puis c'est à vous de le faire. Alors, je vous invite à le faire. Et merci beaucoup à tout le monde, à Anne-Marie McDonald, à Zosha Anders. Et un courriel sera envoyé demain avec plus d'informations et aussi avec le lien pour visionner la vidéo. Alors, bonne soirée et merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.